à tous, ici Bloody, bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré aux armées dans Warhammer Total War 2. Et aujourd'hui nous allons parler de l'Empire, alors composition d'armée utilisable pour Karl, Volkmar et Balthazar. Marcus étant un peu plus loin et affrontant des ennemis un peu différents, si vous voulez je ferai un petit focus sur ce héros à l'avenir. Allez on est parti, première compo contre les comtes vampires. Alors les comtes vampires c'est probablement la plus grosse des factions que vous allez devoir affronter durant votre début de campagne. C'est pourquoi les armées que je vous mets à l'écran, ce n'est pas du top tier. Il n'y a pas de tank, il n'y a pas de batterie tonnerre de feu, mais c'est quand même une composition que vous pouvez avoir assez rapidement, surtout si vous voyez mon tuto consacré au démarrage de Karl. Vous allez voir qu'en focusant la croissance sur le bâtiment principal, vous allez pouvoir débloquer les bâtiments d'armement pour pouvoir faire des mortiers, des halbardiers et même des joueurs d'épée plutôt rapidement. Alors qu'est-ce que nous avons dans notre armée? Vous avez votre seigneur légendaire, alors que ce soit Karl ou Volkmar, ça reste un guerrier au corps à corps. Vous avez un sorcier avec lui, alors si c'est Balthazar, préconisez un capitaine de l'Empire à mettre à la place, histoire d'avoir toujours un sorcier et un guerrier au corps à corps. Le prêtre guerrier, aussi bien en carte de campagne, parce qu'il apporte la reconstitution d'unités dans votre armée, qu'en bataille. En bataille, ça va être un off-tank vraiment efficace. Il permet à la fois d'augmenter l'attaque en mêlée des unités, la défense également, mais aussi de faire des sorts de zone autour de lui. Vraiment un must-have. Vous avez également tout ce qui va composer vos unités de défense, la frontline avec 6 unités d'halbardiers, 2 régiments d'épée qui vont être là en soutien, vous allez voir juste après. Les tireurs, donc vu qu'il y a énormément d'infanterie, surtout au début, vous allez avoir pas mal de guerriers squelettes, des fois quelques gardes des cryptes. Mais pour ces unités-là, que ce soit garde des cryptes, Vergulf, Vargeist, il faut de la perforation d'armure. C'est pourquoi on va mettre 2 unités d'arquebusiers. Et ensuite, vu comme je vous disais qu'il y a énormément d'infanterie, on reste sur 3 mortiers au départ, vu que c'est quand même une artillerie assez facile à voir en début de campagne. Alors voilà comment ça se passe sur le champ de bataille. On a Carlito et le prêtre guerrier qui sont en front line. L'objectif de les mettre ici, ça va être qu'ils blobent un maximum. Juste dans la ligne de mire, on va mettre les 2 unités d'arquebusier, les 4 unités d'archers derrière. Toujours s'assurer que le mode escarmouche est désactivé. Les comtes vampires ont tellement d'infanterie que forcément ça va passer des deux côtés. Et ces régiments d'halbardiers sont là pour stopper cette progression et conserver le bloc le plus intact possible. Le DPS va venir d'ici, de toutes nos unités de tireurs. Donc c'est pour ça que là, leur rôle est crucial pour permettre vraiment aux tireurs de faire un maximum de DPS. Si les unités s'entassent là, il n'y a pas de problème. Ils vont finir par se désintégrer au fur et à mesure parce que le DPS est ici, il n'est pas sur vos halbardiers. Vous allez mettre également un régiment d'halbardiers de chaque côté parce que les comtes vampires ont pas mal de cavalerie. Donc, à voir. S'ils en ont vraiment 3, 4. Ils vont en mettre 2 de chaque côté ou autre. Les joueurs d'épée sont en soutien. Ils sont en soutien à la fois des unités d'halbardiers qui sont derrière, ou si les unités en frontline ne sont pas suffisantes, les unités d'halbardiers, les joueurs d'épée peuvent ensuite se déplacer au centre pour optimiser le DPS des arquebusiers. Ça va être vraiment la source de DPS numéro 1. À savoir, de quoi est constituée une armée de comtes vampires, surtout aux alentours du tour 50, 60, lorsque vous allez les attaquer. Énormément d'infanterie, certes. Donc, les infanteries, l'anti-infanterie, il est là avec les arbalétriers et les mortiers. Mais ils vont aussi avoir du Vargulf, ils vont aussi avoir des Vargeist. Et ces unités-là, c'est les arquebusiers à focus en priorité avec ces unités-là. Maintenant, ma deuxième compo, ce sont contre les orques. Alors, si tout s'est bien passé, les comtes vampires, c'est du passé, Drakenov est à vous, oh non, enfin bref. Les prochains adversaires, ça risque d'être les orques. Tout dépend de la configuration de la campagne, mais généralement, vous allez devoir les affronter à un moment donné. Au niveau de la campagne, vu que c'est un peu plus évolué, normalement, vous avez la possibilité de faire des batteries tonnerre de feu. Pourquoi pas un Héliobolis? Alors, si vous décidez de refaire une armée, voilà ce que je peux vous préconiser. Qu'est-ce que vont avoir des orques dans leurs armées? Énormément de grosses infanteries. Là, on va dire que c'est un peu comme les comtes vampires, sauf que leur infanterie, eux, ce sont des orques noirs, c'est que de l'armure, c'est assez balèze.
Surtout si vous affrontez Grimgor, les orques noirs et les Alvers le tour 3 et je blague à peine. Bref, ils ont énormément d'infanterie avec de la grosse armure. Ils ont aussi énormément de monstruosités, araignées, idoles, géants. Du coup, là, il nous faut vraiment de la perforation d'armure. Donc, on a laissé 2 régiments de guerriers arbalètes pour mettre 2 unités d'arquebusiers supplémentaires. On a également mis de côté les mortiers pour là prendre de la batterie tonnerre de feu. Il y a, comme je vous disais, encore beaucoup d'infanterie. Ça va faire de gros dégâts. Et soit vous n'avez pas la possibilité de faire un Héliobolus, vous pouvez même en faire un troisième, une troisième batterie. L'avantage ici de l'Héliobolus, c'est que elle va vous permettre à la fois de faire un dégât mono-cible considérable, certes à courte portée, mais bien positionnée au centre de votre armée, elle va également ajouter une résistance à toute votre armée, qui est l'aura de magie. L'aura de magie, plus 12 résistance aux dégâts à 40 mètres de portée. Non négligeable, surtout quand on voit le DPS des orques noirs, ça fait le café. Là, on a laissé les joueurs d'épée, on a mis 2 unités d'halbardiers supplémentaires. C'est si vous n'avez pas la possibilité de faire des tanks. Si vous pouvez faire des tanks, je vous dirais de retirer 2 unités d'halbardiers pour faire 2 unités de tanks. Encore une fois, l'infanterie dans l'Empire, c'est pas ce qui fait le DPS. On va essayer de la positionner de sorte qu'elle encaisse le maximum de dégâts pour que les unités d'arquebusiers et de batterie tonnerre de feu fassent le DPS dans votre armée. Voilà sur le champ de bataille ce que je vous conseille pour le placement. Comme la configuration précédente, on a toujours Karl avec le prêtre guerrier juste derrière lui pour pouvoir l'assister. Mais en plus de ça maintenant, si vous avez les tanks, bien sûr, vous pouvez les mettre juste derrière. Dans le rayon d'action de l'Héliobolus, avec son aura de magie qui est juste là, vous voyez que les tanks ont plus 12% de résistance. Et en plus, ils peuvent avoir les améliorations du prêtre guerrier. Bon, c'est à vous de bien les positionner avant le début de la bataille et faire en sorte qu'ils ne bougent plus. Là, du coup, le premier blob va arriver sur Karl. Ensuite, ceux qui commencent à se retirer sur les côtés, les tanks vont pouvoir s'en occuper. Et si vraiment ça continue d'avancer, là, vous avez les unités encore sur les côtés pour faire en sorte de les intercepter à ce niveau-là. Si vous arrivez à les avoir juste là, alors faites attention surtout aux tirs alliés. C'est pour ça que les batteries, je les ai mis sur les côtés, parce que des fois, si on les positionne ici, et les unités, si elles sont trop proches, ils risquent d'avoir des tirs alliés, ça serait un peu... ça fait de l'ombre au tableau, on va dire. Si vous arrivez à choper les unités là de dos, imaginons, les arquebusiers, là, ils vont se faire un malin plaisir d'attaquer de flanc, d'attaquer par derrière, et là, toutes les unités vont se faire des pops. On garde encore également, parce qu'il risque d'avoir de la cavalerie, unité ou 2, en fonction de l'armée adverse, pour pouvoir gérer les cavaleries qui vous attaqueraient de flanc. Troisième composition, les Skaven. Alors normalement, les orques, check, les contes vampires, check, vous allez forcément tomber sur du Skaven. Déjà, attention aux embuscades, c'est pour ça que je mets dans cette configuration juste 2 unités d'artillerie, plus ça risque d'être risqué quand même. Hein. En cas d'embuscade, l'armée elle a pas beaucoup de chances de survie. Alors dans cette configuration-là, je mets un peu plus de genres d'épée parce que je trouve qu'ils ont plus d'impact sur les armées Skaven. On met un peu plus également d'arbalétriers que d'arquebusiers, parce qu'ils ont un peu plus d'unités avec moins d'armure. Les arquebusiers vont être là pour attaquer à la fois les roues infernales ou les abominations de Malphos. Il y en aura quand même moins, je pense, que dans les armées orques ou vampires. Je mets 2 tanks dans l'armée, mais si vous n'avez pas la possibilité, je dirais de rajouter un régiment de joueurs d'épée et un autre régiment d'arbalétriers. Sur le champ de bataille, encore une fois, Carlito devant, le prêtre mage derrière en soutien à la fois de Carlito et des 2 tanks sur les côtés, au cas où les unités, bien sûr, débordent. Maintenant, vous l'avez compris. On a encore 2 régiments d'halbardiers de chaque côté avec un régiment de joueurs d'épée en soutien. Les 2 arquebusiers ainsi que les 3 unités d'arbalétriers, ou 4, selon votre composition. Les batteries tonnerre de feu en les mettant ici, vous aurez quasiment aucun risque de friendly fire. Si, imaginons, les unités commencent à dépasser les tanks et à passer à côté des arbalétriers, on a les joueurs d'épée pour les intercepter. Et on met également 2 unités de joueurs d'épée en retrait
pour, bien sûr, contrer les attaques souterraines. Quatrième compo, le chaos. Alors, si vous avez survécu jusque-là, si vous avez élargi votre territoire au possible, normalement, lorsque le chaos arrive, vous êtes en mesure de faire de grosses armées. En affrontant le chaos, on va affronter des armées certes un peu plus réduites en nombre, mais beaucoup plus résistantes avec de gros monstres, des infanteries certes peu nombreuses, mais avec une très grosse résistance, une très grosse résilience, et avec des canons apocalypse. Pour contrer les armées du chaos, je vous propose cette configuration. On a mis de côté les guerriers arbalètes. Là, il nous faut de la perforation d'armure. Au pire, s'il y a quelques unités qui ne sont pas vraiment solides, les batteries tonnerres de feu feront le boulot. On a 4 arquebusiers, 3 batteries tonnerres de feu, 2 tanks pour, encore une fois, avoir un maximum de résistance et pouvoir contrer les grosses unités qui vont nous arriver dans la tête. Un minimum d'albardiers et de genres d'épée en soutien pour pouvoir conserver notre bloc défensif. Et 2 chevaliers demi-griffons qui vont être là pour essayer de contourner la carte, déjà attirer le maximum d'unités sur leur chemin, et aussi d'aller charger les canons apocalypse. Alors, petite nouveauté sur le champ de bataille, là c'est vrai que l'inconvénient de faire essentiellement de l'arquebusier et des batteries tonnerres de feu, c'est qu'il faut personne devant pour vraiment qu'ils fassent 100% de leur DPS. Donc on va faire comme un arc de cercle, en termes de disposition d'armée. On a les arquebusiers ici, protégés par les flancs au niveau des albardiers et des joueurs d'épée. Idem de l'autre côté, avec au cas où, si, comme d'habitude avec Karl et le prêtre guerrier, ainsi que des deux tanks, les unités commencent et continuent d'avancer, ça sera moins le cas parce qu'il y a quand même beaucoup moins de nombre d'armées dans le chaos. Vous aurez les unités d'albardiers pour aller à l'encontre des unités qui chargent vraiment de face. On a les batteries tonnerres de feu vraiment en face pour faire le maximum de dégâts. Et si, imaginons, vos unités se font passer soit de face, soit sur les côtés, on a 2 régiments de joueurs d'épée en soutien, au cas où. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'une fois que votre compo est faite, reculez-la un maximum de leur armée, parce que les canons apocalypse risquent de faire un mal de chien, et donner un minimum de temps à vos chevaliers demi-griffons, qui sont dissimulés sur le coin de la map, de faire le tour et d'aller rejoindre par derrière les canons apocalypse. L'avantage également d'avoir une configuration comme celle-ci, c'est que les canons apocalypse risquent de commencer à vous attaquer ces unités-là. Il fera un massacre sur vos unités d'infanterie, mais le fait que vos unités, vos héros et vos unités individuelles soient un peu en avant, le canon apocalypse risque de les attaquer en premier. Et pour finir, la compo Doomstack, c'est vraiment si économiquement vous pouvez vous faire une armée avec 10-11 000 d'entretien, enfin c'est vraiment la grosse armée. Faut aussi une belle configuration parce que c'est un peu le 14 juillet avec toutes les batteries tonnerres de feu, mais voilà. Je peux même pas vous le montrer en bataille personnalisée parce qu'on n'a pas la thune nécessaire, mais au niveau de la configuration, vous mettez Karl devant, le prêtre guerrier juste en retrait, et vous allez faire un arc de cercle avec vos tanks à vapeur, l'histoire de protéger au maximum vos batteries tonnerres de feu, et là, vous vous en foutez du Friendly Fire. L'objectif, c'est de Doomstack sur tous vos tanks, qui vont prendre 0 dégâts. Vous pouvez aussi chercher au niveau des améliorations de Karl, l'arbre rouge, l'amélioration de la résistance pour tous vos tanks. Enfin bref, je l'ai déjà testé, c'est assez sympa, et ça permet de terminer une campagne en beauté. Mon tuto sur les armées pour l'Empire est maintenant terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à me follow sur Twitch. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt. Salut.